Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette Aperview, mais on est très matinal aujourd'hui. Oui. C'est donc pas vraiment... Bon, il y a du café, du thé, quoi. En fait, c'est mon heure de travail. Ouais. Et puis vous buvez pas du tout d'alcool, je sais. Non. Non, absolument pas. Le soir, lorsqu'il y a... Un petit peu quand même. Oui, quand il y a d'autres personnes, il faut d'accord. sociabiliser, juste pour ne pas me mettre à l'écart, je prendrai un petit verre. Ah, quand même. Mais que le soir, mais je pourrais pas... Moi, je pensais pas du tout. Ah non, mais c'est le soir, une fois. Une fois de temps en temps. Le sujet à dévier, oui, c'est une fois par mois, quoi. Bon. Là, on va vous recevoir pour La Diagonale des Reines, qui est le D'accord. dernier livre de Bernard Werber, roman. Ouais. Et puis, moi, je suis allé voir votre spectacle la semaine dernière sur... comment on appelle ça? Des visites intérieures, comment vous appelez ça? Les voyages intérieurs, en fait. Oh, de manière plus simple, je dirais des méditations guidées. C'est-à-dire, je propose aux gens de fermer les yeux et de visualiser des choses. Donc, soit ils le visualisent, soit ils ne le visualisent pas. En fait, je propose aux gens de se transformer eux-mêmes en réalisateurs. Puisque, donc, si je vous dis, par exemple, fermez les yeux et imaginez une île avec une cabane, vous allez imaginer votre île et votre cabane. Donc, c'est une manière de montrer aux gens qu'ils peuvent utiliser leur cerveau autrement que pour regarder le monde et dormir. Mais comment vous êtes arrivé à justement se dire je vais faire ce spectacle-là, je vais demander aux gens, parce qu'il y a souvent 400 personnes qui sont là et qui jouent le jeu, quoi. Alors, voilà, d'où ça vient tout ça, parce que... D'abord, peut-être il y a un premier émerveillement qui est la première fois où j'ai moi-même reçu cette expérience. Oui, en fait, ça vient d'une expérience personnelle à la base, ça c'est sûr. Qui est le monsieur? Non. En cherchant bien, encore plus profondément, c'est un colonie de vacances à 13 ans. Il nous avait proposé un jour de tous nous mettre par terre, de fermer les yeux. Et il nous racontait une histoire dans laquelle on se promenait sur un chemin et on affrontait un ours. Puis après, on franchissait une rivière, on affrontait nos peurs. Et il y avait une petite musique de type Michael Field derrière. Et je me suis dit, c'est l'expérience la plus géniale qui soit. Michael Field Michael Field plus cette Moonlight guidance. Shadows ou autre chose? Oh, ça devait être, voilà, je me rappelle plus, mais ça devait être en effet les classiques de l'époque. Mais cette musique répétitive et cette voix qui nous disait, imaginez que vous êtes face à un arbre, face à une fleur, que vous découvrez un endroit où les gens vous amènent des cadeaux. Il y avait ça, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est vachement bien. En fait, c'est le cinéma le plus simple et le plus efficace qui existe. C'est vous fournissez à vous-même vos propres images. Et j'étais sorti avec un émerveillement qui ensuite est rentré en résonance avec d'autres expériences. Notamment, je me rappelle Jodorowsky qui m'a fait une guidance comme ça. J'avais adoré ça. Et puis après, j'ai découvert l'hypnose et j'ai découvert les vies antérieures. Et après, j'ai découvert une expérience d'hypnose régressive dans les vies antérieures. Et là, ça a été génial. Et j'ai tellement aimé cette expérience, je me suis dit... le mieux maintenant, c'est d'offrir ça aux autres. De toute façon, j'aime bien cette idée, vous vous apercevez, vous possédez quelque chose, comment vous pouvez l'offrir aux autres. Donc je me suis aperçu que je possédais la maîtrise de ces voyages intérieurs, que dès le moment où j'ai pu faire moi-même des guidances, et plus il y avait de gens dans la salle, plus c'était amusant. À Lille, on était 1200 quand même. Donc, quand il y a 1200 personnes qui ferment les yeux et que vous leur dites maintenant, imaginez que vous volez dans le ciel et que votre corps arrive à se déplacer pour monter jusqu'à la limite entre l'atmosphère et le vide, vous voyez tous les gens en train de sourire. Bon, il n'y a que moi qui le vois vu que les gens ferment les yeux, moi et la harpiste, mais c'est une expérience de cinéma en fait, c'est comme si j'étais un réalisateur de cinéma. Il y a 5 expériences en fait dans votre spectacle. 5 voyages. Moi, j'y ai participé la semaine dernière. Et il y a un moment où j'ai ouvert les yeux pour voir qui faisait. Mais tout le monde faisait. J'étais le seul avec... Et vous? Et puis Franqueur qui joue de la harpe. Harpiste, oui. Et je me suis dit, c'est fou, mais tout le monde joue le jeu, quoi. Cela dit, ils sont venus pour ça. Oui, ils ont même payé le billet d'entrée. Oui, donc, s'ils viennent et qu'ils ne jouent pas le jeu, c'est juste qu'ils ratent l'expérience. C'est comme si vous allez au cinéma et que vous ne regardez pas le film. Mais... de manière étonnante, je dirais, plus on quitte Paris,
mieux ça marche. Bon, là, on était en plein Paris. Hein. Ouais, donc vous avez eu Ah non, mais ça a marché, malgré tout. Je vais vous dire pourquoi je pense que ça marche mieux en province. C'est parce qu'ils se disent c'est vraiment un truc rigolo, nouveau. À Paris, peut-être que le Parisien est un peu plus blasé, donc ça marche, mais pas avec autant... Ouais, déjà, les salles sont plus grandes, donc le fait qu'il y ait autant de gens autour de vous qui vivent la même expérience, les gens se disent, bon, bah, si les autres le font, je peux le faire aussi. Voilà. Mais vous êtes déçu ? Sur Paris, parce que là, moi j'ai assisté à un spectacle en tout cas la semaine dernière qui était intéressant. Bon, moi, je suis pas déçu. Moi, je suis très heureux de le faire. Et les gens ont participé, ont raconté justement leur vie antérieure, enfin ce qu'ils ont vécu, quoi. Non, je vous parle comme un enfant gâté qui, ayant vu une salle de 1200, se dit 1200 c'est mieux que 400. C'est tout. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que si je vais vous dire pourquoi quand même je vous dis ça. En fait, moi, je me branche sur l'énergie de la salle. Il y a une sorte d'égrégore, c'est l'esprit général du groupe. Grégor, on en parlera tout à l'heure. Quand vous ressentez 400 personnes, c'est un égrégore de 400. Et quand vous ressentez 1200, c'est une énergie dingue. Et je pense que beaucoup de chanteurs ou de gens du théâtre doivent connaître ça. Enfin, moi, je ne le connaissais pas avant de l'expérimenter. C'est quand vous avez l'attention, l'écoute, voire le silence produit par une multitude de gens, c'est quelque chose... C'est de l'ordre du chamanisme. C'est-à-dire on se sent responsable du groupe et on se dit pourvu on les fasse rêver, pourvu qu'ils décollent, pourvu qu'ils vivent un truc très chouette. Et donc, au moment où je vis le spectacle, je suis extrêmement préoccupé qu'ils soient tous heureux, en fait. Et donc, je les regarde, j'examine, j'essaie de sentir... Parce qu'il y en a aussi qui arrivent... Je suis conscient que si vous avez une journée où vous êtes engueulé avec votre chef, ça va pas être facile de faire l'expérience parce que la chose que je réclame au public, c'est la détente. Et tout le monde n'arrive pas à se détendre. D'ailleurs, je le dis, ça risque de marcher que sur 70% des gens parce qu'il y a 30% qui arrivent, qui sont toujours nerveux, qui veulent tout contrôler et qui veulent pas se laisser aller. Mais là, plus sur les vies antérieures, vous prévenez les gens. Si vous prenez des médicaments, si vous vous alcoolisez, si vous n'êtes pas bien, et c'est là que moi j'ai arrêté. Alors, si vous étiez alcoolique ou parce Non, pas du tout. Parce que je traverse pas une période hyper positive. Et du coup, je me suis dit, ah oui, il a raison. On va en parler. On va pas en parler puisque c'est vous le sujet. Et là, je me suis dit, bon, je vais arrêter, puis je vais regarder l'attitude des gens. Et c'est ça qui m'a intéressé beaucoup. En fait, c'est que tout le monde participer. J'ai pas vu quelqu'un qui avait les yeux ouverts. C'est ça qui est fou. Alors, ok, il n'y avait pas 1800 personnes, il y en avait 400 dans le théâtre où nous étions, mais c'est quand même beaucoup, quoi. Et puis ils ont parlé avec le cœur, la franchise, etc., quoi. Et vous presque vous vous moquez un peu d'eux parfois. Alors jamais. Mais par contre, je peux donner cette impression. C'est pas que je me moque d'eux, mais j'essaie de montrer que c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas bon dans les choses surprenantes. Par exemple, je me rappelle, il y avait une dame, j'avais proposé donc de voir sa vie du futur, et elle revenait complètement bouleversée. Et elle me dit, en voyant la vie du futur, j'ai eu une réponse à la question. Et elle était bouleversée parce que ce qu'elle a vu dans le futur, c'est un homme barbu. Et vu qu'elle hésitait à se faire une opération pour devenir un homme, en se voyant un homme barbu, elle a trouvé la réponse. Au moment où elle vous dit ça, c'est tellement grave et important, il faut plaisanter un peu. Ouais. Je dis, ah oui, bon ben maintenant, voilà. Mais je ne me moque jamais. Non. Par contre, je vais leur montrer, c'est une vision, c'est une, c'est une projection de l'esprit. Maintenant, ça n'a pas d'autres prétentions. Je ne prétends pas connaître le futur. Je ne prétends pas être magicien. C'est juste, je pense que cette personne avait très envie de devenir un homme et elle hésitait à faire l'opération. Et là, son inconscient a profité de cette proposition pour la faire visualiser comment elle serait en tant qu'homme. C'est très intéressant parce qu'il y a aussi un moment où on rencontre son moi dans le futur, et il y en a qui ont découvert que le moi du futur était une femme. Ah oui, ben l'inverse. C'est exactement l'inverse. Ouais. C'est fou, parce que franchement, psychologiquement, il se passe des choses dans votre spectacle, en fait. En fait, je prends moi un petit risque, puisque donc je propose aux gens qui sont dans la salle de témoigner. Au moment où je leur dis, donc je fais une guidance qui dure 10 minutes, et après il y a 5 minutes de témoignage. Et au moment où je leur tends le micro, je ne sais pas sur qui je vais tomber. Je peux tomber sur des fous, je peux tomber sur des gens qui veulent faire croire des histoires.
pour l'instant, je touche du bois. Je suis tombé sur des gens, par moments, qui racontaient des choses surprenantes. Mais honnête, tout le temps. Mais honnête, et puis on voyait vraiment qu'il l'avait vécu et qu'il faisait pas semblant et que c'était pas prévu une histoire. Un élément qui permet par exemple, qui est assez révélateur, le fait qu'ils ne trichent pas, c'est que dans leur vie antérieure, quand ils arrivent dans leur vie antérieure, ils s'aperçoivent que c'est très difficile de repérer le pays et l'époque. C'est-à-dire que quand vous allez dans un film, il y a écrit Constantinople 1515, et donc on définit, ou dans un roman, on définit où on est quand on est. Mais quand vous faites une régression à vie antérieure, c'est comme si vous embarquez dans un film, vous ne connaissez pas le scénario. Donc vous regardez les autres, vous regardez vous-même pour essayer de dire, bon, c'est plutôt des vêtements de telle époque, tel pays peut-être, ou par exemple la différence entre les gens au Moyen-Âge habillés en Angleterre, en France ou en Allemagne ou en Espagne, il y a peu de différence. Donc souvent ils disent, ah oui, alors j'étais dans un champ, je regardais, j'étais comme ça, j'arrive pas à définir l'époque. Et quand ils sont trop précis dans l'époque, je vois, ça veut dire qu'ils se sont eux-mêmes raconté un film, mais ils ne sont pas laissés porter, ils n'ont pas vécu l'expérience librement. Il y a de tout, on ne sait vraiment pas sur quoi on va tomber. En tout cas, dans ce spectacle, moi je tiens à dire que même si on ne croit pas aux méditations, à tout ça, fermer les yeux, enfin, je veux dire, c'est un investissement personnel quand même. Alors, évidemment, vous avez très bien signalé, on n'est pas dans la croyance. Ce n'est pas une expérience mystique, c'est une expérience tout court. Voilà. Et pour chacun, elle va être différente. Et moi, je n'ai à convaincre personne de rien. D'ailleurs, je ne suis même pas moi-même convaincu qu'il y avait des vies antérieures. J'écris sur ce thème-là. Pourtant vous racontez beaucoup de vos vies antérieures. Ce que je suis conscient, c'est qu'il y a au moins 5 ou 6, quoi. J'ai plein d'histoires. Et intéressantes en plus. C'est un peu comme des rêves éveillés. La différence entre un rêve et une découverte de vie antérieure, c'est le nombre de détails. C'est-à-dire, dans les rêves, c'est un peu chaotique. Mais quand vous faites une visite de vie antérieure, vous avez des détails... j'ai parfois des détails que je ne pouvais pas connaître avant de faire l'expérience. Comment c'est l'Atlantide? L'Atlantide. L'Atlantide, ce qui m'a le plus surpris, c'est mon âge. 821 ans. Je savais pas. Et vous êtes bien conservé pour votre âge. C'est plus moi. Hein. Mais dans la Bible, les premiers Adam et Ève, Caïn, Mathusalem, ils avaient entre 800 et 900 ans. Donc c'est comme si la Bible avait raconté quelque chose, en tout cas qui confirmait par mes réincarnations. Et c'est pour ça que mon grand avantage est qu'il y a écrit roman sur mes livres. Je n'ai pas à le prouver, je n'ai pas à convaincre qui que ce soit. Si vous y croyez, ça va vous amuser. Si vous n'y croyez pas, ça va vous amuser d'écouter les autres. Bernard, c'est exactement ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que j'y croyais pas forcément, mais j'ai passé une super soirée. Et en plus, c'est drôle. Parce qu'il y a une mise en scène. Au début, vous racontez beaucoup. Et là, je me suis dit, waouh, c'est presque un one-man show, quoi. Au début, c'était un one-man show. Il y a un metteur en scène, je crois d'ailleurs. Éric Bouvron, qui est formidable. Mais au début, c'était... Je racontais ce que j'avais découvert et je leur proposais une seule méditation. Je me suis aperçu que ça leur plaisait beaucoup. Alors j'en ai mis 2, puis 3, puis 4. Et puis au final, j'ai parlé très peu de moi. Là, il faut arrêter à 5. Voilà, j'arrête à 5. Parce que ça dure 2h30 presque. Parce que je fais l'enfance, je fais le passé, je fais le futur. Ça fait 2 heures, entre 2h15 et 2h30. Ça dépend si la salle a envie d'aller plus loin. Si je sens qu'ils commencent à fatiguer un peu, je fais plus court. Et si je sens qu'ils sont dans le cadre, encore, on en veut encore, je fais un peu plus. Moi, c'est marrant parce que j'étais avec le réalisateur Franck Laquella et on était là à se dire ça marche ou pas. Enfin, tu vois, c'est aussi je crois que vous n'étiez pas les seuls. Hein. Tout le monde se dit mais en fait, c'est quoi ce truc Moi, j'avais une voisine qui était dedans à fond, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant pour vous, non, j'imagine. Moi, j'ai l'impression qui réagit, comment ça se passe. Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est un vrai truc génial, quoi. C'est-à-dire, ceux qui jouent le jeu comme votre voisine, ils s'éclatent énormément, quoi. C'est plus qu'aller au cinéma. C'est-à-dire, entre la musique et les visualisations, ils basculent dans d'autres mondes d'un coup et puis ils peuvent avoir des réponses personnelles. Puisque donc je propose par exemple de trouver un message sur l'inconscient, puis discuter avec l'enfant qu'on a été, puis son futur soi-même qui a tout réussi. Donc a priori il y a des dialogues et des infos qui vont être pour chaque spectateur différentes. Alors on va parler, Bernard, de votre dernier livre, avec roman, plaisir. Hein, La Diagonale des Reines. Alors moi j'avais un petit peu peur au départ parce que je ne suis pas très échec.
Sauf que c'est pas du tout ça. Mais un petit peu quand même, quoi. Je me suis dit, waouh, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais comprendre, etc. Alors que moi, je suis fervent admirateur de l'œuvre de Bernard Werber depuis Les Fourmis 1 jusqu'à... Parce qu'on s'est croisés assez souvent. Et la Diagonale des Reines, j'ai vraiment apprécié parce que c'est le monde d'avant jusqu'à aujourd'hui. Géopolitiquement parlant, il y a des recherches insensées. C'est fou, quoi. Donc, c'est l'histoire de Monica et de Nicole, qui sont deux filles au départ, puisque au départ, elles ont, je crois, 11-12 ans. Enfin, elles sont complètement différentes, mais pas vraiment, quoi. Elles sont pas différentes autant qu'on peut le présager au départ, quoi. Elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Il y en a une qui joue les blancs, l'autre qui joue les noirs, donc il y en a une qui est pour... On peut parler de ses origines, quand même. Monica, elle est d'origine... Alors, Monica est d'origine est d'origine écossaise. Pardon. Et Nicole est d'origine irlandaise. Ouais, c'est exactement le contraire. Elles parlent toutes les deux anglais, ce qui leur permet de communiquer, mais il y en a une qui vit à New York, donc la communauté écossaise de New York, et l'autre qui vit en Australie, la communauté irlandaise d'Australie. Donc elles ont quand même beaucoup de points communs, surtout elles ont un très fort caractère et une passion pour le jeu d'échecs. Mais ce qui les différencie, c'est qu'il y en a une qui est individualiste et l'autre qui est collectiviste. Donc celle qui est individualiste, elle va entrer dans le camp capitaliste, et celle qui est collectiviste va entrer dans le camp communiste. Et ça raconte... l'histoire se passe à l'époque de la guerre froide, entre les années 60 et un futur proche. Et c'est ces deux visions complémentaires qui sont d'ailleurs portées par leur propre prénom. Monique, ça, comme monokini ou monothéiste, ça veut dire seul. Et Nicole, ça veut, comme niquer les chaussures Nike, ça veut dire victoire, et All du peuple. Donc Nicole, ça signifie victoire du peuple. Donc il y en a une qui porte déjà dans son prénom son envie d'aller vers les autres, et l'autre qui porte son envie de rester seul. C'est intéressant, et on se demande justement, nous qui lisons le roman, où est-ce que nous sommes là-dedans? Est-ce qu'on est du côté du collectif ou de la solitude? Alors, c'est un peu le sujet du livre, et c'est ce que vous voulez accentuer, réfléchir sur cette question-là. Je crois que tout être humain qui réfléchit un peu se pose la question, est-ce que je suis mieux seul ou avec les autres? Et moi-même, je me pose cette question, et chaque fois que je faisais un chapitre... vers la solitude. Vu que je fais un métier d'écrivain, écrivain, c'est un métier de solitude, mais j'ai besoin de voir tout le temps des gens. C'est pour ça que je fais aussi le spectacle. Mais d'ailleurs, alors je vais vous dire, quand j'écris mes romans, je suis Monique, et quand je fais mon spectacle, je suis Nicole. Ah, vous êtes double alors? Ça répond oui. Est-ce qu'on est tous doubles, finalement, c'est ça? Parce que vous posez la question à la fin du livre, un peu plus Monique ou un peu plus Nicole? Je pense que... Et alors vous êtes plutôt Nicole ou plutôt Monique? Moi, je suis très solitaire. Donc plutôt Monique. Enfin bon, Monique est tellement... elles sont quand même extrêmes, toutes les deux. Moi, je ne le suis pas. Et vous non plus, j'imagine. Parce qu'elles font des choses insensées quand même. Ces deux héroïnes. Parce qu'en fait, voilà, le jeu d'échiquier, c'est plus... au départ, elles se confrontent dans des tournois d'échecs. Et après, elles se confrontent dans des tournois... c'est le monde qui sert d'échecs. Et c'est ça qui est vachement intéressant, quoi. J'ai jamais vu ça, et je me suis dit waouh, quand même, comment oser confronter le monde avec un jeu d'échecs, et c'est hyper crédible, cette histoire de deux personnes qui se confrontent, parce que là ça va jusqu'au tour qui s'effondre, enfin je veux dire, je veux pas trop en dire, non mais en fait le problème c'est qu'il faut pas trop en dire dans ce roman. Parce que ça raconte le monde selon leur angle à elles. Ce que je peux vous dire, c'est que Poutine est un joueur d'échecs, et en Russie, où j'étais souvent faire des conférences, les échecs sont enseignés à l'école. Les Russes tiennent vraiment à être champions du monde, donc ils font une sélection très forte pour avoir les meilleurs au jeu d'échecs, et c'est un enjeu politique pour les Russes en tout cas. Pour les Américains, ça a été vraiment la victoire de Bobby Fischer qui leur a montré que, ok, on peut avoir des génies
uniques qui arrivent à battre les grandes écoles russes. Mais Fischer tenait tellement à gagner qu'il a appris le russe. C'est-à-dire qu'il s'est mis à apprendre le russe et il s'est mis à comprendre tout l'esprit russe pour pouvoir battre Spassky, donc c'est les années 70. Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un juste devant un jeu d'échecs? Parce que vous le dites dans le livre, on connaît quelqu'un quand on est face à quelqu'un qui joue avec soi? Déjà, il y a deux manières de jouer, c'est en défense ou en attaque. Ouais. Donc c'est pareil quand on parle. Soit vous occupez le terrain et puis vous vous débrouillez pour être écouté, soit vous écoutez l'autre, soit vous êtes en retrait, soit vous êtes en avant. Aux échecs, le premier coup consiste à sortir un pion ou un cheval, c'est un peu le bonjour. Donc à partir de là, on va voir est-ce que l'autre s'avance, envahit votre territoire, ou est-ce qu'il attend que vous veniez pour le battre. Moi, je sais, j'ai eu la chance de jouer contre un champion du monde qui est Karpov. Et Karpov joue que en défense. Il joue, c'est-à-dire il ne sort pas ses pièces, il n'occupe pas le centre, il n'obéit à aucune des lois habituelles des échecs. Par moi, j'ai vu sortir son cheval et il le remettait là où il avait pris. Ce qui est vraiment le truc qui ne se fait jamais. Et il laissait libre tout le centre, comme s'il me laissait venir pour pouvoir me taper dessus. Donc j'ai fait une petite incursion, j'ai vu le problème, et j'ai joué en défense aussi. Et on peut tomber en tout cas sur des situations, je pense qu'à haut niveau... Vous l'avez eu du coup? Non, le battre Karpov, non, c'est impossible. À la fin, j'ai demandé combien de fois il jouait, il m'a dit, depuis l'âge de 4 ans, 10 parties par jour. Moi, je dois faire une partie par mois. Donc on n'est pas... Je pensais que vous jouiez plus. Alors je joue maintenant sur mon application, je vais dire, j'ai des parties... Mais des parties complètes avec l'autre en face et le jeu d'échecs, non, peut-être pas une par mois, j'en fais un peu plus, j'en fais une par semaine. Voilà. Et les parties dont vous parlez dans ce livre-là, La Diagonale des Reines, c'est des vraies parties? C'est des vrais... Alors, c'est bien que vous ayez souligné que vous-même, vous n'êtes pas joueur. L'idée, c'est que les gens qui ne sont pas joueurs ne se sentent pas dépaysés. Donc, tout est fait pour que je ne rentre pas dans les mouvements de pièges. C'est juste en fait une manière de jouer qui est très simple. C'est soit on joue avec les pions, soit on joue avec la dame. Avec les pions, donc c'est la vision collectiviste de Nicole. Ça consiste à envoyer plein de troupes. Ça correspondrait dans une bataille à l'infanterie. Et jouer avec la dame, ça correspondrait à l'aviation. C'est-à-dire c'est des pièces qui coûtent très cher, mais qui ont beaucoup de puissance et qui peuvent circuler partout. Par contre, si elles se font abattre, c'est quand même grave. Ouais. Alors que les pions, c'est moins grave. Mais Nicole, par exemple, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas rebondir sur le reste et que Monica arrive à se dire, tiens, il faut que je sacrifie un cheval, enfin même plusieurs. Oui. Deux, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, j'y connais pas grand-chose, donc excusez-moi. Non, il fait, mais c'est des livres de pions. Ah oui, oui. Ouais. Mais déjà, donc les vrais joueurs d'échecs peuvent se dire. Je pense que les vrais joueurs. Malin. Oui, les vrais joueurs d'échecs, ils ont besoin d'avoir un truc très très précis avec 4, 5, avec des tas de positionnements stratégiques. Maintenant, pour un vrai joueur d'échecs qui lit La Diagonale des Reines, de toute façon, ça va le renvoyer à des parties où il est tombé sur des joueurs qui font, j'allais dire 14-18, ou c'est la Blitzkrieg ou 14-18. Si vous faites avec les pions, vous allez avoir des lignes de tranchées, c'est-à-dire c'est des lignes infranchissables qui avancent lentement, mais qui font pas grand-chose de spectaculaire, mais par contre qui bloquent le jeu. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est des batailles de pions. C'est un jeu d'échecs? Ah oui, sur l'Ukraine, c'est vraiment très très clair. C'est ce qu'on comprend dans ce livre-là. Le monde est un jeu d'échecs, quoi. C'est complètement fou. Donc ça s'appelle La Diagonale des Reines, hein, je le montre. C'est vraiment génial. Merci Bernard encore une fois, parce que à chaque fois vous nous surprenez. Bon, je parle pas des fourmis, des thanatonautes, des abeilles, des chats, etc. Mais vraiment, à chaque fois, on ne s'attend pas à ce que vous allez écrire. Alors, comme disait Madame Bovary, c'est moi, et vous, c'est Edmond Huvels ou pas? Moi, je suis un peu tous les personnages, je crois. Ouais, mais pourquoi de toute Edmond façon, c'est toujours là. Ah, parce qu'il est là dans chacun de vos pour que mes lecteurs apprennent des choses qui leur permettent après de briller en société. C'est qui ce monsieur?
Oh, c'est une vision de mon grand-père. J'avais un grand-père qui s'appelait Isidore Isidore Verber, lapsus, et qui a laissé des carnets dans lesquels il mettait tout ce qu'il avait découvert et des connaissances. Et je me suis dit, je vais prolonger ce concept. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, dans tous vos romans, ça éclaire beaucoup de choses, quoi. Et je trouve ça bien, et je me suis dit, c'est peut-être Bernard Werber lui-même, quoi. Mais d'ailleurs, c'est Bernard Werber lui-même, j'en suis sûr. De toute façon, je crois que dans tous les romans, l'auteur... En fait, l'auteur est dans tous les personnages. Mais l'idée d'Edmond Wells, c'était aussi une manière de proposer une interactivité au lecteur. Soit il a envie d'apprendre des connaissances, et dans ce cas, c'est les caractères gras avec les petits passages d'Edmond Wells, soit il a juste envie d'être dans l'intrigue, et dans ce cas, il suffit de sauter ces passages. Exactement. Et il y en a des fois des gens qui me disent je lis que les caractères gras, d'autres qui me disent que les caractères normaux, et ça permet une sorte d'interactivité. Il y a toujours cette idée que chaque lecture va être différente et que le lecteur doit se trouver lui-même des réponses à ces questions dans le bouquin. C'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Edmond Wells, et j'adore ça aussi dans tous vos romans. Merci Bernard Werber. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.